Les podcasts du Figaro. J'étais donc fils d'anarchiste. J'étais espagnol aussi. Et en Espagne, la police leur menait la vie dure aux anarchistes, qui avaient leurs idées, comme celle d'assassiner le roi Alphonse XIII. Quel rôle mon père a-t-il joué dans l'affaire ? Je l'ignore encore. Il était juste suffisant pour sauter dans sa barque de pêcheur, direction la France. Un jour, c'est la mère qui a eu l'idée d'assassiner mon père. Elle nous a juste rendu la barque. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de la saga historique Matteo de Jean-Pierre Gibrat, publiée chez Futuropolis. Une série de bandes dessinées composée de 6 tomes pour évoquer 6 périodes allant du 31 juillet 1914 au 4 juin 1940, qui s'est achevée en novembre dernier, après que son auteur y a consacré 15 années. Guerre mondiale, révolution russe, guerre d'Espagne. Notre héros Matteo se débat dans une Europe secouée par la guerre. À la fois historique et romanesque, les grands événements sont scrutés à travers le regard d'un homme empreint d'idéalisme et forgé par le souvenir du passé glorieux de son père anarchiste. Embrigadé dans les conflits sanglants du XXe siècle, éprouvé par la perte de proches et la vicissitude des hommes, notre héros oscille entre ferveur et désillusion. La série Matteo est traversée par les méandres de l'engagement. Que reste-t-il des belles idées quand le vécu les met à rude épreuve ? Je m'appelle Aurélia Bertaldi et aujourd'hui, de son atelier à la campagne, l'auteur de cette exaltante série va nous en dire un peu plus. Bonjour Jean-Pierre Gibrat. Bonjour Aurélia Bertaldi. Vous venez d'achever une saga qui vous a demandé une création de 15 années. J'ose pas compter, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi. Alors Jean-Pierre, j'ai une question toute simple. Comment vous sentez-vous ? Mais c'est assez curieux parce que oui, je m'attendais à ce que ça me secoue davantage et en fait là, je vais faire la suite du Vol du Corbeau. Et dans la suite du Vol du Corbeau, on va retrouver un personnage important de Matteo. Donc pour moi, il y a un lien. C'est comme une famille où vous voyez moins les parents, mais vous continuez à voir les enfants. Donc pour moi, c'est pas vraiment fini. Voilà. Ça fait un peu l'effet quand les gens que vous avez côtoyés, aimés, etc., tout d'un coup vous annoncent qu'ils vont en Australie. Alors, en gros, ça veut dire qu'on va plus se voir, mais ça veut pas dire qu'on pense pas à eux. Il est toujours là, en somme. Bah oui, il est toujours là. Ce qui est marrant, c'est tout ce qui est totalement inconscient et qui fait finalement peut-être la vraie valeur des choses. Par exemple, moi j'ai eu des relations compliquées avec mon père et j'ai jamais eu l'impression, en racontant ça, qu'il y avait un rapport avec ça. Alors qu'en fait, bah oui, il y en a un, je suis sûr qu'il y en a un. Peut-être ce qui rend le plus attachant, c'est ce qui vous échappe. À un moment, dans une interview, on me dit, en tout cas, Matteo, c'est un personnage qui est aimé, qui est vraiment aimé, et l'amitié a une énorme importance. Et quand j'ai créé ce personnage-là, je ne me suis absolument pas posé ces deux questions. Est-ce que je vais faire un personnage qui est vraiment aimé ou qui n'est pas compris ? Est-ce que je vais faire un personnage pour qui l'amitié est primordiale ? Je ne me suis pas posé la question du tout. Justement, au bout de 15 ans, quelle relation s'est nouée avec votre personnage, Matteo ? Moi, j'ai l'impression que je me suis laissé porter. Je n'avais pas du tout fait le canevas précis. Et la façon dont il réagit, c'est un peu comme si moi, ça m'était arrivé. Moi, la seule façon dont je pouvais essayer d'être crédible, c'est d'être sincère par rapport au fait que ce qui lui arrivait, si ça m'était arrivé à moi, comment j'aurais réagi, voilà. Si vous faites ça, vous êtes sûr d'être juste. Vous êtes sûr que le personnage, il sera cohérent parce que ce personnage, en fait, il existe, quoi. Toutes les choses qui m'échappaient, je les avais mises dans Matteo, mais les choses dont on ne parle pas forcément dans sa vie, mais qui sont là, quoi. Ouais. J'ai réfléchi à la façon dont les choses se développaient pour moi ou avaient fonctionné ou pas fonctionné. À chaque fois, je suis sidéré de voir qu'il aurait fallu un petit grain de sable pour que ça capote, pour que ça passe à autre chose, pour que je puisse pas faire ce que j'ai fait. C'est d'une fragilité incroyable. La destinée que vous avez, elle dépend évidemment de votre volonté, ça c'est sûr, hein, de la façon dont vous croyez à ce que vous faites. Et il faut qu'il y ait ça, mais c'est largement insuffisant pour que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Elles arrivent ou elles n'arrivent pas pour des raisons d'aiguillage qui sont hyper fragiles, qui sont à un moment précis où vous allez à droite ou vous allez à gauche, parce qu'on vous permet d'aller à droite ou on vous permet pas d'aller à gauche. Je me souviens dans le tome 2 où à un moment il dit, quand il est totalement déçu par l'attitude de Juliette, à un moment il dit, en fait on aime les gens pour ce qu'ils sont, mais surtout pour ce qu'on croit qu'ils sont. C'est toujours la deuxième partie qui déçoit, et on ne peut s'en prendre qu'à soi.
Et je me rappelle, j'avais écrit tout ça d'un trait parce que je pensais à quelqu'un en faisant ça. Je pensais à quelqu'un. Et j'en ai parlé à Jean-Claude Denis, qui est un ami, et je lui ai dit, mais ça fait très poseur quand même. Je peux pas mettre cette phrase-là comme ça fait tout d'un coup le philosophe. Et Jean-Claude, il m'a dit, mais si, tu peux le faire comme tu viens de me le dire. C'est-à-dire, moi, quand je lui ai dit, je réfléchissais en même temps. En tout cas, quand ça m'est venu, je réfléchissais en même temps. Je disais, ouais, enfin, on aime les gens pour ce qu'ils sont. Enfin, pour ce qu'on croit qu'ils sont, c'est moi qui corrigeais dans la suite. Et c'est toujours la deuxième partie qui me déçoit. Ça m'est venu après. Et on peut s'en prendre qu'à soi. Ça m'est venu, c'était une réflexion en fractionné. Et Jean-Claude, il m'a dit, ben oui, si tu la mets d'un coup, ça fait un peu poseur. Mais si tu la mets comme ça t'est venu, c'est-à-dire comme s'il y pensait lui-même et en plusieurs bulles, où il dit ça à son pote et puis c'est sur plusieurs images, là, ça passe très très bien, quoi, voilà. Historique, romanesque, récit de l'intime, comment définiriez-vous cette saga? C'est une petite famille de personnages qui sont des gens ordinaires, mais qui sont confrontés à la grande histoire. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça aussi, c'était pour rendre hommage à mes grands-parents, qui eux avaient milité, ils sont morts et tant mieux pour eux en pensant qu'on était en train de construire le paradis sur Terre en Union soviétique. Ils voulaient pas entendre parler de tout ce qui se passait parce que pour eux c'était de l'anticommunisme primaire. C'était pas possible de concevoir que l'Union soviétique était devenue ce qu'elle était. C'était leur casser toute leur vie, quoi. Dans les années 30, ils se sont battus pour le Front populaire avec l'espoir que les choses allaient vraiment, vraiment changer. Mais les pauvres, s'ils savaient, par exemple, ce qu'a été le communisme, les pays de l'Est et le communisme dans sa globalité, de croire à quelque chose qui a fait autant de victimes, autant de ravages et autant de destruction, tout ce qu'on a appris sur le stalinisme après aussi, sur le massacre des Polonais, sur les millions de gens qu'il a envoyés au goulag. Idéaux brisés, des illusions politiques, Matteo semble y être souvent confronté. Lui, sa désillusion, elle a une épaisseur, elle a un poids énorme. Moi, je me rappelle, c'est bizarre, c'est toujours des petits trucs qui vous font basculer. Le jour où j'ai arrêté de voter pour le Parti communiste, c'est marché, et c'est en 80, il est au journal de 13h, je sais pas quoi, il parle des Jeux Olympiques, et il dit, ici, en Union soviétique, les jeunes ne se droguent pas, ils font du sport. Alors là, je m'étais dit, ou c'est un parfait abruti, ou c'est un malhonnête total, parce que tout le monde savait à l'époque qu'ils avaient, eux, c'était peut-être pas le problème comme aux États-Unis ou des gens en France de drogue mais ils avaient un problème avec l'alcool qui était multiplié par 100 par rapport à chez nous. Et voilà, et résumer le truc, je me disais, mais on se fout de notre gueule, quoi. Essayer de nous faire rêver de l'Union soviétique avec des schémas de ce genre, quoi. Et puis bon, là, évidemment, j'avais entendu parler de tout ce qui se passait, de toutes les choses qui n'avaient pas été acceptables, etc., quoi. Donc, il y a un moment où on dit, bon, terminé, c'est plus possible. Mais souvent, c'est un petit truc, quoi. C'est comme dans les couples, où le truc qui fait exploser le couple, c'est une réflexion, c'est un dernier truc, mais c'est la goutte d'eau, et là, il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi. Ouais. Des histoires, Jean-Pierre, la littérature en est remplie. Vous, quelles sont celles qui vous ont conquis? Quel livre, par exemple, vous a fait aimer lire? Je n'aimais pas lire, moi, quand j'étais gosse. Et mon père me dit, c'est pas normal, c'est un bon. Je me rappelle, le premier souvenir de gourmandise de lecture, c'était Pagnol, c'était Le Temps des secrets. Je me rappelle de ça. C'était le Sud, quoi. Je m'entendais moyennement avec mes parents, c'était pas génial, je me sentais pas très heureux, mais par contre, mes grands-parents, justement, qui habitaient dans l'Aveyron, là, c'était le bonheur absolu. Et pour moi, je passais 2 mois et demi de vacances, quand j'étais tout petit, dans l'Aveyron. Et du coup, là, c'était vraiment Le Temps des secrets de Pagnol, quoi. Donc, moi, c'est un truc qui me bouleverse, ça, c'est de voir les gens, aussi différents puissent-ils être. Quand on voit un type qui est, je sais pas, chef d'entreprise, un mec, quoi, a priori, qui représente quelque chose de très technique, de très désincarné, quoi, voilà, sur le plan sentimental. Et le même mec, vous allez le retrouver, je sais pas, en Allemagne, il va aller à un festival où on fabrique des petits trains électriques et il veut retrouver celui de son enfance. C'est l'espoir qu'il y a quelque chose au fond de nous qui est encore le meilleur de ce qu'on est, voilà. Quel est votre livre de chevet? Là, je peux dire Cyrano, parce que c'est quelque chose que je peux aller rechercher juste pour lire 2 pages, ou parce que je me souviens plus de la façon dont il dit une chose, voilà. Quel livre vous a fait rire? C'était Les 100 Antonio. Je me rappelle de ça parce qu'après j'ai entendu des interviews de Frédéric Tard et je trouvais que c'était un homme magnifique, admirable et d'une grande humanité, quoi. Quel livre vous a mis en colère? Céline, Le voyage au bout de la nuit. Parce que j'ai tellement admiré ce livre pour le style, il y a peu je l'ai réécouté, parce qu'on peut l'écouter pendant que je dessine. J'étais en train de terminer le dernier album de Matteo et je l'ai écouté en 4 jours, à raison de 8 heures par jour.
Je me suis cogné le voyage au bout de la nuit d'une traite, quoi. Et ça m'a mis en colère parce que tout d'un coup, il y a une chose qui s'est révélée. Le style est tellement flamboyant, magnifique, et l'écriture est tellement rutilante et efficace, et singulière, qu'évidemment, quand on lit, c'est ce qu'on retient en premier. Mais cette victimisation permanente, où il a l'impression que tout le monde est contre son petit nombril, quand on l'écoute d'une traite, ça apparaît de façon insupportable, quoi. Voilà. Ça m'a vachement agacé, quoi. Ça m'a mis en colère, ouais. Je me suis dit, tout ce qu'on a su après de lui. Alors on dit tout le temps, mais faut dissocier l'homme qui était pas extraordinaire, c'est moins qu'on puisse dire, et même un peu dégueulasse et minable, de l'œuvre qui est absolument flamboyante et merveilleuse. Oui, l'œuvre, elle est flamboyante, merveilleuse pour le style, mais dans ce qu'il raconte dedans, il y a tous les ingrédients qui montrent qu'il peut se comporter comme ça. Il faut se méfier de tout le monde, il n'y a que des salopards, et ils m'en veulent tous, si on veut résumer, voilà. C'est pas surprenant qu'il soit comporté, qu'il ait dénoncé un mec pour avoir son poste de tout, c'est pas surprenant. Toute la façon dont la malhonnêteté quand on les interviews, je sais pas si vous les avez vus des années 60 là, mais il est d'une malhonnêteté incroyable, quoi. Mais il y a pas son écriture d'un côté, ce qu'il est de l'autre. On sent dans l'écriture que c'est pas un mec bien, quoi. Et enfin, Jean-Pierre, quel livre aimez-vous offrir ? Les miens. Merci Jean-Pierre Gibrat d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la grande saga en bande dessinée Mathéo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aurélia Vertaldi, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!